Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. L'autrice témiscamienne Louise Lavictoire récidive avec la sortie d'un deuxième livre jeune public, L'Odyssée de Stradivirus. Madame Lavictoire revient sur le processus d'écriture du livre. En fait, moi, je donne beaucoup d'ateliers de théâtre aux enfants. J'ai été amenée par ce biais-là à écrire des pièces de théâtre sur mesure pour les enfants. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'écris pour les enfants, finalement. Mais c'était plus sous forme de théâtrale. Mais là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un conte pour enfants? Et surtout qu'il y a une nouvelle maison d'édition en Abitibi-Témiscamingue qui s'appelle les Éditions En Marge, qui encourage énormément les auteurs et les autrices de la région. Donc, ça m'a donné le goût d'essayer. Et j'ai soumis mon texte et puis ça a été accepté. Ben, c'est ça, le premier, Un monstre dans la gorge, qui est sorti en décembre 2018, donc ça fait tout juste 1 an que celui-là est sorti. Et ça m'est venu, en fait, cette idée-là, c'est que je me promenais beaucoup dans les écoles, dans le cadre du programme La culture à l'école, pour animer des ateliers en lien avec le conte, mais j'utilisais les contes de d'autres auteurs, et ça m'a donné l'idée d'écrire mon propre conte, donc Un monstre dans la gorge. Celui-ci est parti, en fait, c'est une anecdote, c'est qu'une journée, j'étais malade, j'avais une grippe, puis je me disais, peut-être qu'il existe des trucs, de l'auto-hypnose, quelque chose, pour essayer de se soigner de la grippe. Et je suis allée faire une recherche sur Internet. Je suis tombée sur un genre d'hypnotiseur ou quelque chose comme ça, là, je sais pas trop, qui lui avait l'air très, très sérieux. Puis il expliquait que si les virus nous envahissaient, c'est parce que les virus voulaient nous égaler. Les virus voulaient être aussi grands et aussi intelligents que nous. Et qu'à ce moment-là, il suffisait de parler au virus, de lui dire de s'en aller parce que de toute façon, il ne pourrait jamais nous égaler. Et donc, le monstre dans la gorge est parti de là. Puis là, j'ai obtenu une bourse du Conseil des arts du Canada pour écrire la suite. Donc, la suite qui est l'Odyssée de Stradivirus. Parce que Stradivirus, c'est le nom du personnage, le nom du virus. En fait, c'est un jeu de mots avec le Stradivarius, le fameux violon qui vaut des millions de dollars, que tout le monde ne connaît pas forcément ce mot-là, mais justement, je fais un petit peu d'éducation à travers ça. Donc, Stradivirus, qui a quitté la gorge de Baptiste dans le premier livre, s'envole vers le soleil. Et là, dans le deuxième, justement, c'est l'Odyssée de Stradivirus. Et là, ça a une connotation beaucoup plus écologiste, parce que Stradivirus réalise que pendant son Odyssée, qu'il y a beaucoup de bouteilles de plastique dans la mer. Il y a des déchets aussi dans l'atmosphère, des avions qui crachent de la fumée, enfin bref. Donc, on peut dire que cette deuxième histoire-là est vraiment plus à saveur écologique. Ben, je pense que c'est assez d'actualité aussi maintenant que les livres pour enfants il doit y avoir une part éducative là-dedans. Puis moi, je suis une fille qui écoute beaucoup les nouvelles. Je me nourris je regarde les nouvelles de tout ce qui se passe à travers le monde. J'ai moi-même une conscience écologique. C'est quelque chose qui me turlupine, si tu veux, tout ce qui se passe en ce moment, réchauffement climatique, la pollution et tout ça. Donc, ça, pour moi, ça va de soi que je dois faire œuvre utile à travers ma littérature pour les enfants, et je pense que c'est important, surtout que je me promène dans les écoles. Donc ça, c'est un aspect qui est important aussi pour les enseignants ou pour les directions d'école, que l'artiste qui se déplace à l'école puisse apporter quelque chose de plus aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a un aspect éducatif, comme je le disais tout à l'heure, le violon, le Stradivarius, les enfants, ils savent pas c'est quoi. La plupart des enfants voient le personnage puis ils disent « Oh, une guitare ». Mais non, ce n'est pas une guitare, c'est un violon. Et là, il y a des petites notions d'histoire qui entrent en jeu. Je leur explique qui est Stradivari, celui qui a conçu le Stradivarius et tout ça. Donc, pour moi, je pense que ça va de soi qu'il faut qu'il y ait un aspect éducatif à travers les contes que j'écris. Ben en fait, quand j'écris le texte, je l'envoie à l'illustratrice qui en prend connaissance, puis après on se fait une première rencontre où alors là je lui joue le conte, je lui joue tous les personnages du fait que je suis comédienne. Bon, j'essaie de l'alimenter un petit peu aussi sur tel personnage pour avoir telle couleur. Donc on a vraiment un travail de collaboration. Elle me propose des croquis, on en discute. Des fois je peux dire ça me plaît moins, ou ça oui ça c'est intéressant, ou tiens as-tu pensé comme pour le deuxième album, on a mis des petits clins d'œil au premier album, comme il y a une bouteille de sirop dans le premier album qu'on retrouve
dans la mer, dans le deuxième album, où est-ce il y a une baleine à un moment donné, puis en gros plan, on revoit cette bouteille de sirop à saveur de cerise. Donc, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent déjà le premier album. Donc, on met vraiment un travail de collaboration qui se fait là, étroitement entre elle et moi. La résidence Lucien Godette soulignait le 13 décembre dernier son 20e anniversaire. Ce fut le moment de se replonger dans le passé et rappeler les débuts du projet avec les membres du conseil d'administration qui y sont depuis les tout débuts. Écoute, c'est tout un événement, hein, parce que 20 ans, c'est comme je disais tantôt, ce matin, on dirait que c'est hier qu'on a fait la première pelletée de terre. Mais 20 ans, il y a toute une histoire, il y a tout un vécu, et on s'aperçoit que les résidents sont encore heureux comme ils étaient dans notre maison il y a 20 ans. Et ça, on en est très fiers. Bien, la première affaire, c'est qu'on a réuni beaucoup de gens. On est plus au-delà d'une 50aine de personnes. On a invité notre préfète, notre député et le maire de Ville-Marie à venir partager ces moments-là avec nous. Des remerciements, écoutez, on n'en fera jamais suffisamment. On a du personnel incroyable, des gens du comité, du conseil d'administration. Écoutez, il y a 4 personnes qui étaient là, il y a 20 ans, et qui sont encore avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font partie de ce monde. Et notre président, qui a 93 ans, était là à l'époque comme vice-président, mais il y a 20 ans. Et il est encore avec nous et il est encore président de la table de concertation. Donc, ça prouve une chose, que même si on prend de l'âge, on peut rester très actif et très impliqué dans la communauté. Donc, ces 4 personnes-là, Mme Leblanc, Mme Breton, Mme Sirène et M. Rio, étaient là il y a 20 ans et sont encore parmi nous aujourd'hui. On les aime beaucoup et on apprécie leur présence. C'était lors d'une rencontre qui avait été organisée par le CRDAT de l'époque. Il y avait réuni des personnes âgées d'un peu partout sur le territoire pour voir c'était quoi leurs besoins. Donc, de là est sorti l'hébergement qui était un manque flagrant dans la région. Le conseil d'administration qui était assis aux tables lors de cette rencontre-là, eux autres sont sortis de là et ils ont dit « Ouais, mais pourquoi qu'on n'en ferait pas nous autres, une maison? » Par les aînés, pour les aînés. Et de là a commencé le projet, les démarches avec la Société d'habitation du Québec. Et là, tout a déboulé. Écoutez, là, on parle de 96. Et la construction s'est terminée en décembre 99. On parle de 3 ans. Et donc, tous les 2 années et demie qu'on a travaillé, c'était vraiment d'aller chercher les sous, d'aller voir l'aide qu'on pouvait avoir de la SHQ, commencer à prévoir du personnel, aller voir la clientèle qui voudrait être hébergée ici. Parce que tu bâtis pas de maison si t'as pas de gens qui pensent de venir rester dedans. C'était, je vous dirais, qu'un travail colossal, mais qu'aujourd'hui, les résultats, là, regarde, on est super heureux, là, puis on a une belle maison. Premièrement, la maison, on a la place pour 20 personnes. On a 18 chambres, mais il y a 2 chambres pour des couples. Donc, ça joue entre 18 et 20 personnes. Présentement, on est 20. Il y a 20 résidents. Donc, on a 2 couples. Les services, c'est sûr, l'entretien ménager, la préparation de repas, puis en passant, les repas. Si vous voulez engraisser, venez passer un séjour ici, c'est sûr que ça va arriver. Ça sent toujours bon quand on rentre dans la maison. Le dynamisme des résidents aussi. Les employés qui sont extraordinaires. Nicole, qui est la directrice, écoutez, elle a fait un travail, là. Quand je dis que c'est sa 2e maison, là, c'est pas juste dans le sens péjoratif, c'est vraiment sa 2e maison. Ça va arriver qu'elle va devoir coucher ici parce qu'on manque de personnel. Donc, c'est elle qui va s'installer dans la chambre pour dormir, pour être sûre qu'il y a une présence dans la maison. C'est vraiment, là, c'est sa 2e maison. Donc, c'est tout ça qui fait que les employés qui sont géniaux, c'est tout ça qui fait que la maison, c'est une des belles maisons de Témiscamingue, là. Bien, la résidence Lucien Godette, c'est avant tout un endroit pour garder nos aînés au Témiscamingue. Je pense que c'est important de le souligner. On sait à quel point c'est important que nos gens puissent vieillir chez nous.
C'est des gens qui ont énormément contribué à la société témiscamienne, donc c'est important qu'ils puissent terminer leurs jours heureux parmi nous. Donc, c'est ce que ça représente, je pense, le plus, la résidence Lucien-Godette. Mais c'est important pour moi parce que je pense que dans la société d'aujourd'hui, on a de moins en moins de contact avec nos aînés. Et les gens qui sont ici, on a dit tantôt la moyenne d'âge est autour de 90 ans, donc c'est des bâtisseurs du Témiscamingue qui sont ici. Puis pour moi, c'était l'occasion de les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pour le Témiscamingue. Moi, j'arrive à l'Assemblée nationale, je défends un territoire que j'adore, mais c'est eux qui l'ont construit à la base, qui ont choisi, qui y ont cru, en fait, qui ont amené leur famille, ont fondé leur famille ici. Donc, c'est l'occasion pour moi de les remercier pour tout ce travail-là qu'ils ont fait depuis plus d'une génération. Oui, moi je me souviens quand j'étais au primaire d'être venue ici à la résidence pour faire du tricot, notamment écouter les histoires un peu d'antan. Je me souviens, il y avait une madame Généreux à l'époque qui nous distribuait toujours plein de bonbons, fait qu'on était super contents. Puis en plus, c'était madame Généreux. Puis c'est très drôle parce que dans le PowerPoint, il y avait une photo, puis je me suis vue, tu sais, là, avec mon tricot, avec les résidents de l'époque. Donc oui, c'est des beaux souvenirs. Oh, c'est très important parce que moi, j'étais là au tout début. C'est des moments de bonheur que j'ai connus. Les 12 années que j'ai été présidente, à la suite du décès de M. Godette, j'ai été heureuse. Ça a été mes années de bonheur parce que on construisait tellement de belles choses pour le Témiscamingue, tu sais. Quand la maison Godette s'est construite, la première qu'on a construite, ensuite l'achat de la maison Youville, ensuite la maison de Hélène Labelle qui était située juste à côté de la petite école qu'on appelle, qui était à nous autres, qu'on avait payé comptant, là. Et puis, les 12 années de bonheur que j'ai passées avec la table de concertation, en pensant qu'on faisait du bien pour toutes les personnes, et puis qu'on avait bâti des belles maisons. Pas juste des maisons, des belles maisons. Et puis bien dirigées. Edith a fait un travail très important. Elle a toujours travaillé pour le bien de la communauté. Donc, ce que j'aurais à vous dire de plus là-dessus, je pense que j'ai complété un peu le bonheur que j'ai eu durant ces 12 années-là. Aujourd'hui, c'est une fête très importante, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent. Et puis, c'est bien proche de Noël, tout est décoré, on a un bel arbre de Noël. Et puis, la présence de toutes ces personnes-là qui se sont dérangées pour venir fêter avec nous autres, c'est très important. C'est parce que c'est important qu'ils se sont dérangés. Et puis, on est heureux d'y recevoir. C'est une belle journée. Moi, j'apprécie le travail que Nicole fait. Comme directrice de la maison, je vous dirais que c'est une personne presque parfaite. Il n'y a pas de monde parfait, mais moi, je dirais qu'elle est parfaite. Parce qu'elle dirige la maison avec douceur. Elle aime les personnes âgées. Elle est toujours à l'écoute, toujours présente. Souvent, il y a des absences parce que les gens ne rentrent pas, les jeunes ne rentrent pas pour le travail. Elle revient nous servir, puis c'est toujours avec un beau sourire, tu sais. Fait que c'est important d'avoir des personnes comme ça. On a du beau personnel, comme Lise, ma petite Lise, que j'appelle ma petite abeille. Et puis, pour te dire, là, nos repas sont toujours bien présentés, fait que c'est appétissant. Après ça, ben, c'est le fait de vivre toujours ensemble, on vient une famille, hein? C'est plus Madame ci, puis Madame ça. C'est nos sœurs, nos frères. On est en communauté, on est tous ensemble. On a du plaisir ensemble, puis on s'adapte à la maison, puis on est heureux. Jour après jour, je suis riche. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Véritable fleuron de l'économie témiscamienne, Témisco célébrait en 2019 ses 50 ans d'existence. Pour souligner le tout, la compagnie organisait le 7 décembre une journée porte ouverte à son usine. C'est une bonne idée de faire la porte ouverte justement aux 50 ans. Puis 50 ans dans le vie d'une entreprise, bien, c'est pas rien. Puis je pense qu'on est encore là pour plusieurs années. Là. Ça va très bien. Bon, on fait visiter toute l'usine, toutes les étapes de fabrication, par où que les remorques commencent, où ce que ça se termine. Puis c'est pour montrer un peu au monde là, tous les produits qu'on fait. Là. Souvent, le monde ne pense pas qu'on va faire toutes les sortes de produits qu'on fait ici au Témiscamingue puis qu'on vend ça partout au Canada, aux États-Unis. Fait qu'on voulait faire découvrir ça au monde du Témiscamingue. Là. Quand Ghislain Lemire et Ghislain Humeur ils ont repris l'entreprise en 83 de gestion de la véranderie, c'était un peu un tournant. Ils se sont lancés beaucoup dans la remorque spécialisée.
parce que les remorques à haut volume, les marges de profit, tout ça, c'est plus dur, c'est plus compétitif. Fait qu'ils ont fait la bonne décision. Puis d'année en année, on a de plus en plus développé le spécialisé. Puis on est comme reconnu en Amérique du Nord là, comme un des fabricants de remorques spécialisés en Amérique du Nord. Bien, c'est sûr que depuis que je suis rentré en 93, tout ça, là, au début, j'étais comme le dessinateur à l'ingénierie, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai graffié les échelons un par un. Puis les plus beaux moments, c'est pas mal aujourd'hui. Tu sais, la shop est quasiment toute neuve, elle est agrandie, tout ça, mais c'est suite au feu de 2011. Fait que 2011, ça a été le pire moment, le feu. Au début, tu es découragé un peu de ça, tout ça, mais aujourd'hui, tu regardes le résultat, tu te dis, c'est ça que ça donne. Hein. On continue à grandir, on continue à développer des marchés puis à se spécialiser. Bien, on espère pas manquer de travail, ça c'est le plus important, puis continuer à développer des produits spécialisés, continuer à investir dans les infrastructures, dans la technologie, tout ça. Là. L'usine de Témisco, ça a commencé avec ça. Une petite shop, environ 40 par 60, 40 par 90 peut-être. Ça, c'est une photo qui date de 75, 74, 75. À ce moment-là, c'était la Corporation de gestion de la véranderie qui était propriétaire. Ensuite de ça, on fait un bond dans l'histoire, on s'en vient en 2000. Si vous remarquez, en 2000, on a agrandi l'usine, on est parti du derrière ici, puis on a été se connecter avec la vieille paint shop. Fait qu'on est parti de là, on est venu se connecter ici, en 2000. 2011, fait marquant dans l'histoire, un incendie majeur, je pense que pas mal tout le monde s'en souvient. 40 des bâtiments sont une perte totale, complètement détruits. C'est toute cette partie-là ici, tout ça ici a été complètement détruit. Le reste de l'usine ici a fallu refaire 100 de l'électricité, 100 du piping, refaire les murs, puis une partie de la couverture. Il y a juste l'ossature qui est restée de bon. Tu sais, tu t'en viens ici à 9h30 le soir, puis tu vois ton entreprise brûler. C'est pas drôle. Là. Puis tu sais, tu as presque une centaine de familles qui dépendent de cette entreprise-là aussi. Fait que, mais on s'en est sorti, puis aujourd'hui, on se ramasse avec une belle usine. Aujourd'hui, l'usine ressemble à ça. Pas tout à fait à ça. Il manque un agrandissement ici. C'est là que la visite va se terminer. Alors, le côté positif de l'incendie, c'est qu'on s'est retrouvé avec de l'équipement presque tout neuf suite à ça. Puis on en a profité pour essayer de donner un nouveau design à l'usine aussi. Oui, bien, il n'y a pas beaucoup de compagnies de transport qui se rendent, qui ont autant d'histoires que nous. Fait que je trouvais important là, de souligner le fait d'où ce qu'on est rendu par rapport à ce qu'on était à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Là. Ce que ça a permis, les nouveaux équipements, de faire, c'est quand même assez majeur. À partir du moment où on a rentré la table à découper, ça nous a donné la possibilité de faire des produits qu'on n'avait pas accès avant, parce que ça aurait été trop compliqué. Fait qu'avec les tables à découper et les machines automatisées, c'est toute une nouvelle gamme de produits qu'on a développés, surtout les fardiers, les équipements pour le transport éolien. Le plasma haute définition, c'est un procédé de découpage avec un différentiel électrique. On augmente la température du métal à 45 000 degrés Fahrenheit. Fait que grâce à cette machine-là, on va découper tous les morceaux qu'on a besoin pour fabriquer la remorque. Moi, je compare tout le temps ça à un casse-tête géant. Aussitôt que la remorque est terminée d'être assemblée, on va la transférer dans la machine qu'il y a là. Ça s'appelle un positionneur. La remorque est attachée aux deux bouts. On peut la soulever, puis on peut la faire pivoter sur 360 degrés. Encore une fois, cet équipement-là, conçu et fabriqué à 100 % par Témisco. Capacité de 35 000 livres avec toute la sécurité que je vous ai parlé tantôt. OK? Machine qui fonctionne tellement bien qu'on en a même vendu à d'autres entreprises pour d'autres genres de travaux. Bien, en fait, c'est une entreprise que je n'avais jamais visitée encore. Puis mon conjoint travaille ici maintenant, donc de voir un peu ce qu'il fait aussi. Qu'est-ce qui t'a frappé dans ta visite? À quel point qu'une remorque peut partir de zéro puis se termine vraiment ici, comment ils font des morceaux sur mesure, la diversité des remorques qu'ils peuvent faire, puis l'équipement, là, c'est impressionnant avec ce qu'ils utilisent pour faire leurs travaux. Là. Bien, je pense que c'est une des plus grosses entreprises qu'on a puis qui offre quand même beaucoup d'emplois. Puis c'est une fierté de pouvoir dire que nos remorques se promènent
Bon, bien, si on recule dans l'histoire, M. Lemire, un des fondateurs, il nous dirait possiblement que ça a été en Afrique les remorques qui ont été le plus loin, qui ont été exportées. On en a eu beaucoup aux États-Unis, au sud des États-Unis. Puis présentement, en 2019, c'est pas mal le marché canadien et américain. Bien, moi, à travers les visites que j'ai faites aujourd'hui, c'est j'ai tenté de faire découvrir une entreprise 100% témiscamienne, une entreprise qui emploie des gens, qui fait de la conception de remorques, qui est reconnue à travers toute l'Amérique du Nord. Puis ça, je pense que c'est méconnu, de dire toute l'expertise que Témisco a pu développer au fil des années. Tu sais, je le mentionnais, tu sais, quand des clients du sud des États-Unis nous disent « on achète des remorques Témisco parce que vous êtes les meilleurs », mais je pense qu'on est fiers de ça. Puis c'est ce que j'essayais de faire transmettre aujourd'hui aux gens avec qui j'ai eu la chance de faire des visites. Bon, si on parle pour moi personnellement, le moment le plus marquant dans mon passage chez Témisco, c'est l'incendie de 2011 qui a ravagé près de 40 de notre établissement, puis détruit une bonne partie de l'usine. Ça a été tout un défi de reconstruire l'usine, tout en essayant de conserver nos clients. C'est ce qui m'a le plus marqué. Puis à travers cet événement-là, je me dois de rajouter que ce qui a été le plus marquant, c'est l'histoire humaine alentour de cette tragédie-là. Comment on a su créer avec nos employés l'esprit d'équipe, l'entraide des employés de Témisco, l'entraide des commerçants, des entreprises du Témiscamingue, québécois et ontariens, qui nous ont aidés à survivre pendant cette époque-là. Mes plus beaux souvenirs... On ne travaille pas en ressources humaines pour rien. Moi, c'est tout ce qui touche les humains, les personnes avec qui j'ai travaillé, tous les employés avec qui j'ai eu la chance de collaborer, toute l'histoire humaine qui entoure de Témisco, c'est ce qui me plaisait, puis c'est les plus beaux souvenirs que j'ai. Oui, hier, on a eu une rencontre pour tout planifier ça. On a dit on va se préparer à toute éventualité. C'est pour ça que je suis venu prêter main forte à l'équipe. Puis je pense que ça dépasse même ce qu'on avait prévu. Alors, on espère que les gens ont aimé, mais pour nous, jusqu'à date, c'est vraiment un succès. Les Pirates amorcent l'année 2020 avec une éclatante victoire de 14-4 contre les Lions de West Nipissing. Le lendemain, les Pirates disputaient un match contre les Bulls de Bradford. Un match qui s'est soldé par une défaite de 7-6. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates ont amorcé la nouvelle année avec une série de 2 matchs à domicile, les 4 et 5 janvier, contre les Lions de West Nipissing et les Bulls de Bradford. Le premier but de 2020 appartient au nouveau venu David Gabriel Côté, son premier avec les Pirates. Ville-Marie double son avance en jeu de puissance sur le but de Vincent Étier. Côté fait encore sentir sa présence avec son deuxième but du match sur des passes d'Étier et Potvin. Une belle chimie semble déjà s'installer entre ces 3 joueurs. Plus tard en période, le capitaine terrien enfile l'aiguille, assisté de Rivet et Peters pour faire 4-0 Ville-Marie. En deuxième période, déluge de buts à l'avantage des Pirates. À 7 minutes 19, superbe but après un 2 contre 1 où Potvin refait le disque à Étier qui fait mouche. Dans la même minute de jeu, David Gabriel Côté complète son tour du chapeau à son premier match avec les Pirates. C'est sûr que moi, je suis un joueur plus offensif. Là. Moi, j'aime ça jouer dans la zone offensive. C'est sûr qu'il faut être complet au hockey, c'est sûr, mais moi, mon terrain de jeu, c'est vraiment la zone offensive. Là. Le rouleau compresseur des Pirates continue de faire des ravages avec un 8e but. Finalement, dans la dernière seconde de l'engagement, Maxime Potvin fait payer cher l'indiscipline des Lynx avec un but en avantage numérique. 10-3 Pirates après 2 périodes. La 3e ne sera qu'une formalité pour les Pirates. En début de période, Julien Vogt déculotte le gardien de West Nipissing. Puis, 10 secondes plus tard, c'est au tour d'Arnaud Chauny de percer le gardien adverse. Les Pirates inscriront un 13e but pour se forger une avance de 10 buts sur le filet de William Beaulieu, avant de conclure le match avec un dernier but qui est l'œuvre de Marc-Olivier Caron. Les Pirates amorcent donc 2020 avec une éclatante victoire de 14-4. Pour de vrai, j'ai été surpris. C'est sûr que c'est une petite aréna, mais quand il y a du monde qui vient fouler l'aréna, ça amène une bonne ambiance, c'est bien le fun. Moi, je jouais avec Étier et Potvin, puis c'est vraiment des bons joueurs, puis qu'offensivement, ça allait super bien. C'est sûr que je vais continuer à... Ce sera pas de même à chaque game, mais
Quand ça va de même, on gagne et on est bien content. Oui, bien c'est sûr qu'en première période, on a sorti fort. Puis c'était ça le plan de match, avec 4 buts. On n'a pas accordé non plus. On est sorti avec 4-0. Mais en deuxième, on est tombé dans l'indiscipline un peu. Parce que ça a ouvert la porte au Lynx. Mais par la suite, on est revenu à notre plan de match, qui était de garder ça simple, amener des rondelles au net. Puis on a vu le résultat. Ouais, ben un match en 2 temps. Je pense qu'on a commencé très fort. On avait parlé en décembre, ou toi, là, de monter le pace. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. En deuxième période, il y a eu un peu plus de pénalités, que ça a comme cassé le pace un peu. Puis aussi, quand il y a un écart de plusieurs buts, on dirait que la nature humaine fait en sorte que, là, on est moins alerte, tout ça. Après ça, on est revenu. Finalement, on a fini le match. On est resté discipliné là-dedans. J'avais peur un peu, avec une grosse avance. Des fois, il y a des joueurs au bord qui voulaient, enclencher des batailles, ces choses-là, mais on ne s'est pas rentré là-dedans. Donc, un bon match dans l'ensemble. Je pense qu'on peut être satisfait. On était rapide, on était premiers sur le puck. On a emmené des pucks au net, on a suivi le système. Ce qu'on a pratiqué ce matin, je pense que ça a été super bien exécuté en zone centrale, puis ainsi de suite. Donc, très encourageant pour la suite. Le 5 janvier, les Pirates disputaient un match en après-midi contre l'équipe qu'ils ont éliminée au premier tour des séries la saison dernière, les Bulls de Bradford. Début de match à l'avantage des Bulls, qui obtiennent les meilleures occasions. Toutefois, le premier but du match appartient aux Pirates, alors qu'Arnaud Chouni décampe à toute allure avant de voir Julien Vogt compléter le jeu. Les Bulls répliquent aussitôt par l'entremise de l'ancien pirate Josh Labelle. L'as marqueur de Ville-Marie, Vincent Etier, touche la cible pour redonner les devants aux siens. À force de menacer, Bradford finit par créer l'égalité. Le nouveau venu David Gabriel Côté fait la différence en inscrivant un très beau but. La période se termine sur un gros jeu défensif du vétéran Alex Montreuil. 3-2 Pirates après 20 minutes. En deuxième, un but chanceux redonne une priorité de 2 buts aux Pirates. Il va à l'affiche de Cédric Terrien. Avant la fin de la deuxième, les Bulls marqueront 2 buts sans réplique pour revenir au plus fort dans le match. C'est l'égalité 4-4 après 40 minutes de jeu. À 13-01 de la troisième, arrêt important du bloqueur pour le gardien Ouellette. Sauf que par la suite, les Bulls enfilent 3 buts sans réplique. Les Pirates reviendront très fort en fin de match avec 2 buts dans les derniers instants du match. Mais ce sera trop peu, trop tard et devront s'avouer vaincus. Il faut dire que toute bonne chose a une fin, car il s'agit de la première défaite à domicile pour les Pirates en cette saison 2019-2020. Ouais, ben écoute, on a eu un slow start un peu, fait qu'on s'est pas aidé dès le départ. Puis après ça, on tirait de l'arrière, puis tout le match, fait que tout le temps tirer de l'arrière, à un moment donné, ça nous rattrape, fait que c'était trop peu, trop tard à la fin. Manquait de temps. Première défaite de l'année ici, là, c'est sûr que c'est plate un peu, mais pour revenir en arrière. Ouais, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on ait la victoire, mais tu sais, j'essaie de faire comme d'habitude, garder ça simple, une bonne petite passe en sortie de zone. Aujourd'hui, on a manqué de chance pour gagner la partie. Avec une bonne victoire, j'aurais été plus content que là, mais tu sais, on passe à d'autres choses, puis il nous reste en masse de game pour se reprendre. Bien, écoute, premièrement, c'est juste qu'on n'a pas été sharp au début du match. Même dans la chambre, on était, je sais pas, c'est comme si on avait joué 3 games en ligne. L'émotion était moins là que la veille. Mettons, quand la veille, on était là, tout le monde était heureux, tout le monde était content de se voir. L'ambiance était bonne dans la chambre. C'est réflecteur. Si on n'est pas sharp dans la chambre ou on semble fatigué ou quoi que ce soit, bien, on arrive dans les premières périodes, on n'est pas prêt. Il nous arrive des choses. Ils ont pris. On a quand même été dans le coup jusqu'à la fin, mais on aurait pu aussi bien aller chercher le 7e goal aussi, ça passait proche, mais il n'est pas venu. Mais est-ce qu'on méritait ce match-là nécessairement? Pas vraiment, mais c'est comme ça. Si on prend le match d'avant, ils se sont amusés, parfait, mais pourquoi ils se sont amusés? Parce qu'on a travaillé pendant 60 minutes. Mais là, on n'a pas travaillé, on n'a pas été sharp tout simplement. Il faut apprendre là-dedans qu'il faut se présenter à chaque match, puis c'est important. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.